La parole est à vous. Donc Michel va donner la parole à qui la demande. La première qui lève le doigt, Voilà. comme ça, monsieur. Oui, bonjour, Alain Guichard, je suis responsable des retraités CGT dans le Morbihan. Je suis aussi membre du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Et je dois dire que toutes les fois que nous abordons les sujets, on se heurte toujours. Alors, l'intervenant a dit qu'il ne voulait pas parler des problèmes financiers. Mais en attendant, la réponse qu'on a à chaque fois par l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui connaît bien effectivement ce dispositif dans la Bretagne, c'est toujours la même réponse. Et on a en particulier un secteur qui est particulièrement défavorisé, excusez-moi, c'est le secteur de Lorient. Et le département n'avait rien trouvé de mieux, c'est de fermer des lits dans l'hôpital de Guémené-sur-Scorff pour les transférer à Lorient. Et il a fallu une bataille importante pour faire que finalement, Guémené garde ses lits, mais pour autant, Lorient est toujours avec un déficit important, puisque la réponse de l'ARS est toujours la même. Il n'y a pas les moyens suffisants pour pouvoir effectivement créer les emplois nécessaires pour avoir plus de place en EHPAD, pour pouvoir accueillir dans des conditions satisfaisantes les aînés dans le département. Et ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, sur les aides à domicile, c'est vrai qu'on assiste à un phénomène, c'est que souvent, très souvent, c'est la famille qui effectivement se substitue. Certains considèrent que c'est normal que ce soit les femmes. Psychologiquement, elles sont faites pour s'occuper de ça. Mais voilà, et souvent elles sont effectivement complètement épuisées, et y compris un certain nombre d'entre elles d'ailleurs meurent avant même que celui ou celle qu'ils aident soit effectivement, parce qu'elles sont épuisées, et y compris toute la partie permettant justement aux aides à domicile, enfin aux familles de pouvoir le répit pour les familles, c'est aussi un élément important et qu'on a beaucoup de mal à faire prendre en compte. Donc je crois qu'il y a vraiment une bataille importante qui a livré sur ce plan-là, et y compris quand on voit aujourd'hui le ratio de 0,6 en France pour un séjournant alors qu'on a 1,2 en Allemagne, c'est effectivement un chemin important à faire. Et il me semble bien que le 8 octobre, les associations, enfin les organisations s'occupant des EHPAD et les aides à domicile sont appelées à l'action en même temps que la journée d'action des retraités, et j'espère que nous serons nombreux à cette occasion. Bonjour à tous. Moi je suis une infirmière retraitée depuis maintenant 10 ans. J'ai travaillé sur l'hôpital de Morlaix pas mal de temps, et nous avions un service de long séjour. Et étant donné que les longs séjours étaient pris à 100% par la sécurité sociale, l'hôpital était déficitaire ou déficitaire. Ils ont trouvé une solution, c'était qu'ils ont fermé 40 lits de long séjour et ils ont ouvert 40 lits d'EHPAD de maison de retraite. Donc ils ont basculé en fait 40 lits qui étaient gratuits aux patients et à la famille pour les mettre en EHPAD, où là, on verse sa retraite, voire une partie de ses enfants. Je suis président de la communauté de défense de l'hôpital de Morlaix, en pays de Morlaix, qui représente, on n'est pas loin des 200 000 habitants. Donc cet hôpital a toute sa raison d'être sur le territoire avec toutes les spécialités qu'il avait. Nous avons, malheureusement, on nous a fermé le service de cardiologie, donc 8 lits de soins intensifs et 25 lits de suite de cardiologie, de surveillance et de suite d'investigation. Et donc ils ont descendu 4 lits de soins continus, on appelle ça aux urgences, c'est une porte, et sous la responsabilité des médecins réanimateurs, qui eux évidemment disent qu'ils ne sont pas cardiologues. Donc l'ARS et la direction de l'hôpital de Morlaix
on dit ben, vous allez travailler en vidéo, conférence, vidéo, consultation, tout ce que vous voulez. Enfin, moi, je continue à dire, j'ai pas un patient qui est en train de faire un OAP ou qui est en insuffisance cardiaque. Les œdèmes, on ne les voit pas obligatoirement en vidéo de conférence, il faut arrêter, quoi. Donc voilà, disons que sur l'hôpital de Morlaix, on nous a, en 3 ans, on nous a fermé pas loin de 120 lits. 120 lits. Et alors on a nous avions 4 services de soins de suite qui avaient chacun leur spécificité. Et bon, c'est vrai qu'ils étaient dans un bâtiment vétuste, donc ils ont refait tout un bâtiment et ils l'ont donc transféré sur le site de Plouvain qui était un ancien sanatorium. Donc ils ont fait un service de soins de suite. Ils ont regroupé donc 4 sites. L'année dernière, ils en avaient fermé un pendant la période estivale. Et quand ils ont voulu le réouvrir au mois de septembre, il n'y avait plus de médecins et plus de personnel paramédical, puisque les contractuels étaient partis de l'hôpital parce qu'elles en avaient marre. Et les titulaires ont pris une disponibilité et ils sont partis travailler dans des EHPAD, dans le privé. Voilà. Donc la personne âgée aujourd'hui, comment dire, elle est à la charge aujourd'hui, hein, nos anciens, nos aînés, nos jeunes, parce que on n'a pas les moyens de les mettre en EHPAD. L'hospitalisation à domicile, on ne peut pas la faire parce que c'est coûteux et que certaines familles ne s'entendent pas, donc voilà, c'est la personne âgée qui va trinquer. Et puis voilà, donc ces personnes-là se laissent mourir. On ouvre quelques services de personnes qui ont des troubles cognitifs, mais on ne met pas de personnel avec, donc ils sont mis dans leur chambre et puis fermés la clé, la porte. Donc, voyez, moi, la santé de la France aujourd'hui, je dis qu'on est à la fin, là, et je pense que nous, il ne faut pas qu'on compte, on nous laisse nous soigner, et on ne vivra pas Dieu. Merci. Oui, bonjour. D'abord, merci pour ce débat. Marie-Belle Kaoué, Fédération syndicale militaire. Donc, je participe avec ce que le camarade de la CGT a présenté, donc le fameux groupe des 9, qui regroupe 9 associations, organisations, syndicats de retraités. Effectivement, nous allons manifester le 8 octobre. Ce que je voulais dire, c'est que nous nous battons pour l'inscription alors ce qu'on appelle la perte d'autonomie faute de mieux, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, pour le 100% sécu dans le cadre de la branche maladie et non pas effectivement, parce que le mot 5e risque est très ambigu parce qu'il peut être à côté et réservé, donc discriminant. Alors moi je remercie Bernard Hennulier d'avoir parlé des incapacités très graves à la naissance ou au très jeune âge, parce que effectivement les grandes incapacités tel que c'est présenté dans notre société, c'est à partir de 75, 80, etc. Et tout ça c'est lié à un dispositif, un choix politique, c'est la fameuse barrière d'âge qui fait que jusqu'à 60 ans on est dans le handicap et puis à partir on bascule, etc. Il faut savoir que on est extrêmement minoritaire en Europe, parce que la plupart des pays, je crois qu'il y en a 2 en plus de la France, qui font cette distinction, et c'est très discriminant. D'abord parce que ça donne un visage de la vieillesse qui est déplorable, et puis aussi parce que financièrement, ce n'est pas la même prise en charge. Alors il y a eu une loi qui disait que cette barrière d'âge devait être supprimée, mais on attend toujours. Il va falloir faire plus.
Merci. Moi, je vais témoigner en tant que fille d'une personne âgée. En tant que fille d'une personne âgée, j'ai découvert les EHPAD à travers un scandale de société, un scandale politique, une maison de retraite qui vaut 3 000 €, hein, avec une petite retraite de femme de ménage toute sa vie, qui a gardé, qui nous a élevés tous, qui nous a menés adultes, qui a entretenu sa maison, qui l'a payé, il a fallu pour payer la maison de retraite, parce que le maintien à domicile coûtait beaucoup trop cher, des conditions en EHPAD privées scandaleuses, des conditions de travail du personnel ignobles. Moi, vraiment, j'ai découvert ça. Je travaille dans le handicap des enfants. Donc, je vous remercie effectivement aussi. Hein, et ça, on ne le dénonce pas. C'est-à-dire, on a vendu la maison, les compagnies immobilières, les fonds de pension, etc. Font un maximum de fric. C'est très vache à lait. Et on était là en tant qu'enfant derrière et on a soutenu effectivement, mais financièrement et on était présents parce qu'on voyait aussi que les personnels ne pouvaient plus à certains moments assurer l'accompagnement digne, c'est-à-dire des gens qui perdent leur dignité parce qu'ils sont dans leur chambre tout seuls, parce que personne ne vient les chercher alors qu'ils ont peuvent encore fonctionner. Hein, voilà, moi je voulais témoigner de ça, c'est c'est un vrai problème de classe, effectivement. Et c'est vrai que aussi, moi je suis de la province, hein, et on découvre aussi des gens qui dorment dans la rue, des personnes âgées, des femmes âgées, qui dorment dans la rue, qui vivent dans la rue. Voilà, donc au-delà des EHPAD, au-delà du problème, du 5e âge, du 10e âge, c'est un vrai problème de société, c'est un vrai problème de solidarité à tout âge. Et quel que soit le niveau, la couleur, voilà. C'est vraiment le témoignage que j'avais. Merci. On va peut-être là, là et ensuite, d'accord. Bonjour, voilà, je voulais juste intervenir au sujet de la camarade qui parlait des EHPAD. Voilà, je suis aide-soignante à Marseille et déléguée syndicale aussi, CGT. Et voilà, il y a une réelle souffrance des salariés parce qu'en fait, il y a trop d'EHPAD privés, nous surtout dans le sud. Hein. À Marseille, nous n'avons qu'un EHPAD public. Un seul, hein, et Marseille, vous savez, je ne peux plus compter les EHPAD parce qu'on m'a dit de ne pas donner de chiffres parce que je me trompe à chaque fois. Ce qui est ignoble, c'est qu'on appelle ça l'or gris et la silver economy. Alors nous avons interpellé, nous, membres de la CGT et tout un collectif d'aides-soignants, de salariés d'EHPAD, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et l'ARS. En fait, en conclusion, je vais vous faire court. Les EHPAD, c'est la patate chaude. Alors on se lance la patate, vous savez le jeu là. Ils s'en battent les choses, je vous le dis crûment. Et nous, les salariés en EHPAD, je vous assure, on souffre le martyre. On est en sous-effectif. Voilà, bon, je ne vais pas parler encore des salariés, mais je vous assure qu'il y a une réelle souffrance. Et les personnes âgées en souffrent aussi. Hein. Et je voudrais, vous parler de l'hospitalisation, le maintien des personnes âgées à domicile. En fait, nous avons plusieurs familles qui sont obligées de placer leurs parents en EHPAD parce qu'en fait, il y a les maladies dégénératives. Je ne sais pas s'il y a des mots que vous n'aimez pas trop, mais excusez-moi, type Alzheimer, mais je vous assure, c'est ingérable pour les familles. Nous avons perdu un aidant, le mari d'une résidente. Il était en réelle souffrance, je vous assure. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est maintenir, bien sûr, les personnes âgées, qu'elles restent chez elles. C'est le rêve parfait, qu'ils aient même du personnel suffisant. Mais en EHPAD, je vous assure qu'on fait un travail de dingue, nous, aides-soignants, infirmiers, tous les salariés.
Mais on ne nous donne ni les moyens humains, ni les moyens financiers. Et quand on va réclamer, on dirait qu'on fait les mendiants. Et je vous assure que c'est une réelle colère qu'on a. Pardon, excusez-moi. Je vais répondre à la Marseillaise là. Ça, mais et puis à la, non, ça m'arrive d'enseigner à Marseille. Et il y a un très bon master à Marseille de gérontologie. J'ai beaucoup de copains à Marseille qui sont devenus directeurs d'EHPAD. Parce que, voilà. Les EHPAD aujourd'hui, je ne vais pas faire de l'EHPAD bashing, les EHPAD aujourd'hui, ils sont absolument nécessaires. Vu effectivement ce que j'ai dit, vu la carence des politiques publiques sur le domicile depuis 50 ans, je te dis la Cour des comptes. Alors la question que tu poses, elle est très intéressante parce que la dégénérescence cérébrale, appelons ce que certains appellent la maladie d'Alzheimer ou apparentée, qui touche d'ailleurs peut-être pas tant de gens que ce qu'on dit, enfin on peut discuter avec les spécialistes de santé publique, des chiffres. Hein. Je travaille sous le contrôle de mes copains de l'INSERM, hein, voilà, les médecins de santé publique. Mais peu importe, parce qu'on parle facilement d'1 million de gens atteints, alors que ma référence INSERM disait, Bernard, s'il y en a déjà la moitié qui sont très sévèrement atteints, ça serait déjà bien suffisant. Voilà. Toujours est-il que pour être directeur de service à domicile, si vous voulez garder les gens chez eux, ça supposait ce que j'avais dans mon arrondissement de Paris, qui est un arrondissement rupin, il y a des gens qui avaient une garde de jour et de nuit permanente. 6 000 € par mois. Ça ne posait pas de problème à certaines familles du 17e. Si vous avez une garde de jour de nuit permanente. Donc aujourd'hui, mais je vais parler des solutions alternatives. Aujourd'hui, si vous êtes une fille qui en plus travailler et qui avait un ou deux parents désorientés, vous n'avez pas d'autre solution que de les mettre en EHPAD. On est d'accord. Je ne vais pas discuter de ça. Ce que vous dites aujourd'hui, moi je suis vent debout contre Corian, il faut appeler un chat, c'est que les seuls, et avec l'aval de tous les gouvernements successifs depuis un bout de temps, les seuls qui construisent de l'EHPAD sont les investisseurs privés. Je suis désolé, le public ne construit plus. Oui, mais je suis tout à fait d'accord et on ne fait pas suffisamment de différence entre les EHPAD publics, voire associatifs, et les EHPAD privés. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que toutes les nouvelles créations de places sont des créations d'EHPAD privés. Orpea, Corian, Domusville. Avec des prix qui sont 3 000 €, on est dans le bas de gamme. Hein. On est plutôt à 3 500, 4 000 €. Donc, alors, pour se donner un peu d'espoir, j'ai des copains qui bossent là-dessus pour des gens désorientés, des petits frères des pauvres. Moi, j'ai travaillé chez des petits frères comme permanent il y a très longtemps. On ouvert une maison du côté de Beauvais, ce qu'on appelle maintenant des habitats partagés solidaires. Ça veut dire vous mettez 8 à 10 personnes ensemble. C'est mieux que d'avoir un EHPAD à 50, 80 ou 150. Vous mettez 8 à 10 personnes, ce qui paraît le coût de la garde de nuit, vous le répartissez sur 8 personnes et non pas sur une seule personne. Ça veut dire si vous faites ce qu'on appelle du domicile collectif. Donc moi j'aime bien ce terme qui est venu plutôt des Allemands, Wohngemeinschaft, communauté d'habitat. Les petits frères ont donc une maison qui fonctionne depuis 2 ans, où ils ont mis 8 personnes atteintes de détérioration plus ou moins importante, avec des professionnels correctement, ça veut dire une densité grosso modo de 1 pour 1, et non pas les 0,6 dont on a entendu parler tout à l'heure. Densité de 1 pour 1, on a vu la même chose en Allemagne, densité de 1 pour 1, et puis du fait qu'on leur permet de venir, les familles peuvent jouer un rôle, parce qu'elles peuvent venir continuer à voir leurs parents. Et ça, j'ai aussi un de mes copains médecins qui s'appelle Alain Smack, qui est en train de mettre ça en place en banlieue parisienne. Il appelle ça des maisons des sages. Donc il a levé des financements pour faire des petits domiciles collectifs. Et je pense que d'une façon générale, il y a des gens qui ne veulent pas rester chez eux, même qui pourraient, parce qu'ils se sentent en insécurité ou parce qu'ils se sentent trop seuls. Et j'en profite pour dire que toute l'Europe, et la France n'est pas en retard là-dessus, toute l'Europe est en train d'inventer un nouveau modèle, un modèle alternatif, pas strictement du domicile où tu risques de mourir comme un vieux rat mort, et non pas l'EHPAD où tu ne veux pas rentrer, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des domiciles accompagnés, partagés, autogérés, intergénération. Vous avez un tas de modèles comme ça, il y a 2000 structures en France. Nous, on a fait un voyage d'études l'an dernier pour la CNSA, pour la Caisse d'études, pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Et on a été en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas, mais je le dis encore une fois parce qu'il y en a marre de penser que la France, on est quand même les pires. On pourrait discuter, il y a quand même beaucoup d'initiatives des citoyens. Je ne dis pas des politiques publiques, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de financement. Moi, je réhabilite toutes les initiatives des citoyens, et je parlais tout à l'heure du monde du handicap. Je travaille avec une association de Mulhouse qui s'appelle Famille Solidaire, qui a lancé l'an dernier un appel d'offres à des gens comme vous et moi. Est-ce que vous avez un projet, notamment des parents d'enfants en difficulté, d'enfants trisomiques, d'enfants infirmes moteurs cérébraux, qui envisageaient, le jour où ils ne seraient pas là, et ils proposaient de construire dans une ville où ils s'étaient rencontrés un domicile collectif pour leurs enfants, pour éviter justement les établissements. Et moi je suis assez sidéré aujourd'hui et j'espère beaucoup que je n'attends plus rien des politiques publiques. Moi j'attends plus rien. Ni financement, ni intelligence, c'est fini. C'est fini. Mais au moins c'est clair. J'attends que nous mettions ensemble pour inventer de nouvelles solutions de la façon dont nous voulons vivre. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Oui, moi je trouve que d'intervention en intervention, Madame décrit quelque chose qui est proche de l'indignité et d'une civilisation qui est en train de s'abîmer, c'est de la barbarie ce que vous racontez, tout simplement. Madame nous parle de fermeture d'hôpitaux de proximité, dont on voit aujourd'hui. Moi, je me souviens, quand les premiers collectifs de défense des hôpitaux de proximité se mettaient en place, je me souviens de débats, y compris à la fête de l'humanité, où on disait oui, mais il faut la qualité, il ne peut pas y avoir la proximité et la qualité. Je pense que tu t'en souviens, Christiane. Non, elle est ailleurs. Elle est ailleurs dans sa tête. Donc, cette question des hôpitaux de proximité, vous parlez des transformations des non-séjours qui ont été privatisés de façon massive et théorisées au nom de l'or blanc, l'or gris, la manne financière, la cyberéconomie, etc. Monsieur nous dit, partout, toutes les réunions, tous les échelons, on nous dit qu'il n'y a pas les moyens. Et à l'arrivée, on a un système de santé qui était jugé le meilleur au monde dans le rapport de l'OMS, même si les données étaient discutables, critiquables, etc. Mais ça disait quelque chose. Et 15 ans après, dans les meilleurs des cas, on est entre le 15e et le 22e rang mondial. En 15 ans, il y a un effondrement du système de santé. Et moi, je préfère parler du système de santé pour la raison qu'on indiquait, c'est que ça concerne le bien-être, de la naissance à la mort. Et en fait, ce que j'ai envie, parce qu'ici, à la fête de l'humain, on est quand même, on se parle, on est convaincu, on s'améliore, on se confronte, mais on a quand même la même idée des choses. Mais comment c'est possible qu'on en soit arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Et comment on fait pour inverser la tendance? On a vu cette année, bon, il y a quand même des fortes mobilisations. Ce qui vient de se passer à la RATP, pour moi, est une bouffée d'oxygène. Mais le mouvement des Gilets jaunes, je le prends très au sérieux sur ce qui s'est passé dans le pays. Mais comment on fait que cette colère, ces mesures, cette société qui est en train de s'abîmer, et un peuple, finalement, qui n'arrive pas à se fédérer pour faire une autre proposition, moi, je pense que c'est la question qui est en nous. Alors, vous dites les politiques publiques. Moi, j'entends dans ce que vous dites, et puis dans ce qui s'est passé notamment sur les Gilets jaunes, qu'il n'y a plus envie de déléguer aux politiques l'ensemble des choix et des décisions. Il en demeure pas moins que moi, je pense que les politiques gardent une responsabilité et qu'il faut assumer. Par exemple, il y a les élections municipales qui arrivent. Ben moi, je pense que ça peut être ce qu'on appelle... Avant, on parlait de communisme municipal, des polos, la piscine, le ciné, le théâtre. Mais moi, je pense que cet enjeu peut être un identifiant du communisme municipal. Et je vais même dire une chose, c'est que je pense que c'en est déjà un. Il se trouve que moi aussi, je suis confrontée, comme vous, à titre personnel, ma maman est souffrante. Et pas dans le département, elle est dans les Hauts-de-Seine, c'est la droite, de droite, etc. Et donc, naturellement, je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Parce que je sais que dans ma ville, ça se fait. Et l'assistante sociale me regarde et elle me dit, mais madame, vous vous rendez compte, vous habitez le Vitry et le Val-de-Marne. Les communistes, ils s'occupent des vieux. Et c'est les derniers. Elle ne sait pas qui je suis, elle ne sait pas que je suis militante, ni rien, c'est tellement évident. Mais ça, on est même...
non, j'exagère, j'allais dire, on ne sait pas suffisamment bien porter ce point de vue-là. Et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard si dans la politique municipale à Vitry, puisque je parle de ma ville que je connais bien, il y a 30% du budget qui est dédié à la politique éducative à la jeunesse et qu'il y a 20% qui est dédié à l'accompagnement des personnes âgées. Mais ça prend plein de formes, c'est 4 foyers logements, c'est des vacances, les voyages, les machins, etc. Et donc, moi je crois qu'il y a à réfléchir à ça. Et la dernière chose que je veux dire, mais où est la gauche ? Parce que finalement, si c'est si scandaleux, et si les solutions sont si simples, parce que l'argent, il y en a. On nous dit qu'on ne veut pas nous en donner, mais il y en a dans ce pays. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à créer un mouvement, à fédérer un mouvement ? Moi, je pense que c'est une gauche complètement éclatée, fragmentée, et que c'est quand même le sujet majeur qui est devant nous si on veut sortir de cette espèce de spirale qui tire le système de santé et la France vers le bas. C'est pas du tout. C'est pas du tout vous annoncer les mots. Oui, bonjour, voilà. Je me permets moi de poser une question par rapport aux EHPAD privés qui payent le personnel. Parce que donc, notre maire avait été à séjourner dans un établissement, dans une EHPAD privée, et on nous avait laissé entendre que les infirmières étaient payées par le Conseil général, les aides-soignantes en partie par le Conseil général et en partie par l'établissement, et les auxiliaires de vie donc par l'établissement. Or, le financement est à plein pot à la charge des familles. Donc là, je trouve qu'il y a quand même une grave question de communication à l'égard des familles. Et qu'en est-il en général du financement des personnels dans les EHPAD privés? Par ailleurs, nous sommes sur une ville de 28 000 habitants. Nous avons au moins 5 EHPAD, 4 privés et une qui dépend du CCAS, où là, le montant des pensions est relativement moins important que celui des EHPAD privés. Mais c'est quand même pour une ville de 28 000 habitants, que c'est beaucoup, avec 2 foyers logements. Et alors moi j'interviens à domicile, je suis médecin généraliste, j'interviens auprès de beaucoup de personnes âgées et de familles qui sont dans la, vraiment dans la détresse quant à la prise en charge de leurs parents et des familles à qui on ne peut que conseiller de se tourner vers les services sociaux pour se faire conseiller, avoir des aides, mais les entrées en EHPAD dans une famille ne peuvent plus, on se heurte systématiquement au financement. Et c'est un énorme problème. Et au quotidien, pour nous qui intervenons sur le terrain, auprès des personnes âgées. Et l'idée que vous évoquiez tout à l'heure de regroupement de petites structures, moi je l'ai évoqué depuis plusieurs années parce que j'ai beaucoup de femmes veuves qui vivent seules, qui ont peur, justement. Quand nous avons placé notre mère en EHPAD, c'est parce qu'elle avait peur aussi, elle était en perte d'autonomie sur le plan cognitif. Mais beaucoup de personnes âgées qui sont seules, qui ont peur, qui ne veulent pas malgré tout quitter leur maison et qui... Voilà, il y a un manque d'organisation, de structure, de conseils, même auprès des professionnels de santé, pour que nous puissions faire passer aussi ce message et faire le lien, le réseau entre les familles, les personnes âgées, les services sociaux, qui sont aussi sur le terrain. Voilà, c'est un témoignage. Il y a aussi une question par rapport au financement du personnel des EHPAD privés. Moi, je peux vous répondre C'est compliqué la question que vous posez. C'est l'établissement qui rémunère ses salariés. Mais il faut voir comment l'établissement a son budget. Donc, depuis la réforme des EHPAD, des établissements d'hébergement de personnes dépendantes, depuis 1999, il y a ce qu'on appelle une tarification ternaire. Le budget de l'établissement est composé de 3 dimensions.
ce qu'on appelle le forfait gîte hébergement, qui est fixé, dont le tarif est fixé par le département. Parce que c'est vachement compliqué, puisque les EHPAD ont un financement croisé du département et de l'Agence régionale de santé. Le département, en accord avec l'établissement, sur une convention qu'on appelle une tripartite, va décider du prix que devront payer les gens, soit payés par eux-mêmes, soit payés par l'aide sociale s'ils sont habilités à l'aide sociale, soit payés éventuellement par leurs descendants, voire petits-enfants, puisque le code de l'aide sociale fait obligation, s'ils sont solvables, aux enfants et aux petits-enfants de payer pour leur part. Ça, c'est la première partie. Forfait moyen et gîte hébergement aujourd'hui en France d'EHPAD, autour de 2 000 €. Les moins chers sont à 1 800, les plus chers sont à 5 000. Tranquille, hein? Voilà. Deuxième partie, et c'est là que ça devient compliqué, deuxième partie, le forfait soins, qui est donné à l'établissement, qui est en principe donné par l'ARS, qui recouvre les infirmières. Et il reste au milieu du gué les aides-soignantes, qui sont à 2/3 sur le financement de l'ARS, et comme c'est intelligent, à 1/3 sur le financement du département. Et s'ajoute à cette double tarification ce qu'on appelle le forfait dépendance, suivant comment sont gérés les gens. On est sur le fameux putain d'outil Agir. Si les gens sont gérés 1-2, donc très dégradés, gérés 3-4, ils ont droit, en fonction de leurs ressources, à une certaine prise en charge de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, par le département. S'ils sont en GIR 5 et 6, ils payent le tarif fixé par le département. Comme c'est simple. Et chaque directeur de service fait sa sauce comme il peut, en essayant d'obtenir, et après, une fois qu'il a son budget, le personnel est payé directement par l'établissement. Le personnel n'est pas salarié ni du département ni de l'ARS, il est salarié de Corian ou de l'EHPAD public. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et c'est le bordel partout, je vous rassure. Voilà. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Isabelle, parce que je me suis aperçu que mes mots étaient dangereux. Je ne fais plus confiance aux politiques publiques au plus haut niveau. Voilà. Parce que c'est des gens que j'ai souvent rencontrés, les directeurs de cabinet, les ministres. Premièrement, ils ne connaissent rien à ce qui se passe sur le terrain. La dernière fois que j'ai vu un directeur de cabinet du secrétariat d'État, c'était chez Hollande. J'ai oublié le nom de la ministre qui était en charge. Je vois le directeur de cabinet qui demande à me voir. Non, c'était plus Touraine, c'était comment il s'appelle, Pascal Boitard. Pascal Boitard, qui était la ministre des Vieux. Je vois son directeur de cabinet à sa demande, mec, 35 ans, on commence à discuter, il me dit, mais j'y connais rien au vieux. Ne me parlez pas de la vieillesse, j'y connais rien. Putain, comme vous savez que la ministre, il connaît rien, que c'est son directeur de cabinet. Bon, qu'est-ce que vous faites? Non, mais c'est le degré zéro, 35 ans, bien sûr, normal sup, charmant. Il me dit, mais écoutez, moi je viens de l'insertion pour l'emploi, j'ai accepté ce poste, mais je connais rien à la vieillesse. Bon, alors ne lui demandez pas la tarification des EHPAD. Donc, par contre, dans ce que tu dis, et je reprends ce que tu dis, moi je travaille beaucoup avec des gens au niveau locaux, parce qu'avec les élus locaux, ces fameuses structures alternatives qui sont en train d'émerger, vous voyez, moi je travaille beaucoup avec ces gens-là, ces structures alternatives souvent sont portées par les maires de petites communes, qui effectivement connaissent tous leurs administrés, quelle que soit l'étiquette d'ailleurs, se sont rendus compte que c'était complètement con d'envoyer les gens à l'EHPAD à 40 km parce que plus personne n'irait les voir, et qu'ils ont une grande maison qui est désaffectée, et il y en a beaucoup dans les campagnes. Moi je suis nivernais d'origine, et je vais souvent dans ma campagne nivernaise. Et ben vous trouvez un grand bâtiment, vous le réaffectez, vous pouvez créer 8 à 10 chambres individuelles avec des espaces collectifs, et ça coûte pas plus cher que l'EHPAD. Et les gens, ils sont chez eux, ils sont dans leur village, avec leurs amis qui peuvent les voir, et ça je peux vous dire qu'en France ça marche très fort, mais les gens des EHPAD n'ont pas intérêt à ce qu'on en parle. Là je suis en train de faire un article j'ai lu aujourd'hui sur internet une enquête sociologique qui prétend démontrer que les gens préfèrent l'EHPAD, et merde, je veux dire, moi mon sang n'a fait qu'un tour, c'est une enquête complètement bidouillée, avec un échantillon soigneusement choisi. Bon, je suis sociologue, je sais de quoi je parle, mais aujourd'hui je peux vous dire que ces habitats alternatifs en matière de société autrement, ils prennent de l'ampleur, et dans toute l'Europe. Alors on a été tiré par les gens de l'Europe du Nord, on est tiré par les Danois. J'ai dit tout à l'heure, les pays scandinaves, ils mettent 2 fois plus de PIB que nous
sur cette chose-là. Nous, le budget en France public de la dépendance, c'est 25 milliards. 1,2 de PIB, on est en dessous de la moyenne européenne. Les pays scandinaves, ils sont à 2,5, 3 points. Et ils ne vivent pas plus mal que nous. Donc, quand je disais au monsieur qui est parti que je ne voulais pas parler du financement, la France n'a pas fait le choix politique de financer alors qu'elle peut le faire. Comme dit Isabelle, comment est-ce qu'on peut obliger nos gouvernants à financer ce qui nous convient à nous d'abord citoyens? C'est ça la question. Et moi, je veux bien travailler avec vous, mais j'ai du mal à trouver la réponse tout seul. Bonjour, je m'appelle Mélina, je travaille au ministère en fait sur ces questions. Et je suis par ailleurs militante communiste dans le Val-de-Marne. Je suis un peu gênée de cette opposition entre quelque part le ministère ou les ARS et le local. Parce que au ministère, il y a des gens compétents qui connaissent leur sujet, qui sont aussi militants et qui ont bien conscience de ça. Pour moi, l'opposition, elle est juste qu'il y a des libéraux à la tête du truc qui ne veulent pas consacrer les sous. C'est pas tellement une opposition entre le ministère ou les ARS et le local. C'est aussi une opposition entre des libéraux qui disent globalement 30 milliards c'est trop, alors qu'on a trouvé 40 milliards pour le CICE, qu'il y a des choses qui coûtent beaucoup plus cher. Et la question c'est est-ce qu'on double ce financement ou pas en fait? Est-ce qu'on va réussir à dire qu'il faut passer de 30 à 60 milliards parce qu'il faut plus de personnel et il faut du personnel mieux rémunéré? Ou est-ce qu'on dit que ce qu'on veut c'est des exonérations de cotisations sociales? Parce que quelque part c'est les mêmes caisses, c'est la sécurité sociale derrière. Et pour moi, la vraie question elle est là, et je suis d'accord avec vous, c'est comment on se mobilise, qu'on fait collectivement. On dit qu'il faut arrêter de filer des sous aux entreprises et il faut les mettre dans les états publics, dans l'aide à domicile, dans toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, c'est pas la pensée de nous. Puisque j'ai le micro, je vais en profiter. Non pas pour une question, mais pour un témoignage. Je suis représentant des familles dans un EHPAD de Dinan, un EHPAD public tout neuf, ouvert il y a 1 an. Et je vais donner un contre-exemple par rapport à ce qui est affiché sur les aides aidants, les femmes aides aidantes, un travail invisible. Il y en a qui ont l'œil et qui voient le travail des aidants. J'ai participé il y a quelques mois à une réunion organisée par le député de la circonscription avec tous les EHPAD. Et on a eu le témoignage de la directrice de l'EHPAD de Saint-Calguildo qui a expliqué qu'elle avait mobilisé une partie de la population, alors des familles, des associations qui sont venues intervenir sur l'EHPAD pour faire un travail de musique, plein d'activités, etc. Et quelques mois après, il y a eu le passage de l'ARS qui a trouvé qu'effectivement les personnes accueillies allaient beaucoup mieux. Et qu'en conséquence, on allait supprimer un poste. Et donc le travail collectif entre aidants et personnel, ça a amené cette décision à fait de jouer les uns contre les autres. Donc peut-être que on va peut-être dire maintenant D'accord, on va continuer sur le niveau-là. C'est bon, ça y est, ça marche. Non, moi j'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que peut-être une petite remarque à titre personnel. Je suis vraiment pas pour qu'on oppose les différents dispositifs, le maintien à domicile, l'EHPAD, le respect dû aux personnes, dû aux soignants également. Peut-être par rapport à madame, moi je pense que l'ARS, mais c'est pas le débat, l'ARS c'est par essence une structure qui est une structure néfaste. Je rappelle qu'avant les agences régionales de santé, les HAS et autres structures totalement technocratiques qui coûtent un pognon dingue, comme diraient certains, c'était les administrateurs élus de la sécurité sociale qui donnaient les grandes orientations et on n'avait pas des mecs payés à rien foutre sauf à faire chier ceux qui soignent les malades.
Bon, je mets de côté cette petite insiste sur ces gens qui nous font souffrir au quotidien. Non, moi ce que je crois, c'est que peut-être qu'on pourrait décider ensemble. Il y a les élections municipales, il y a ce que vous dites. Moi je pense que vraiment il y a plein d'expériences dans les territoires qui existent. Il y a la ruralité, mais aussi dans les grandes villes métropolitaines, il y a des choses qui sont en place. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans les renouvellements urbains penser la place des jeunes, la place dans les logements, la place des personnes âgées? Nous, dans un des foyers logements, on a mis des crèches. Et c'est super. D'abord parce que les mômes, ils apprennent et ils découvrent que les vieux, c'est pas un problème, mais que c'est vachement bien. Et puis les vieux, ils sont... Et puis, puisque je dis le mot vieux, est-ce qu'il ne faut pas aussi en avoir ras-le-bol de toute cette novlangue qui interdit de mettre des mots? Voilà, c'est les seniors, c'est la silver economy, etc. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire ensemble qu'on essaye, par exemple, de lancer un défi pour les municipales de quelle place pour les politiques publiques, dans les politiques publiques pour nos anciens? Voilà. Alors, écoutez, on va conclure, y compris que peut-être, à la lumière d'un certain nombre d'interventions de tout à l'heure, de rechercher ce qui nous rassemble, de laisser un peu les côtés peut-être ce qui aurait serait tenté par les têtes divisées. Et l'essentiel, parce qu'on est quand même l'essentiel sur les meilleures choses, pour nous rassembler et faire des rapports de force. Et y compris, le constat a été fait qu'il y a au moins 2 générations qui suppléent aux insuffisances publiques gouvernementales, politiques, et qui sont les services publics. Il faut qu'on se mobilise pour les créations de services publics et pour les améliorer. Voilà. Merci à tous.